Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du cours d'RCV et plus particulièrement du deuxième thème sur les études commerciales. Dans ce thème-là, vous avez le premier chapitre qui est intitulé les études qualitatives et quantitatives. Donc on va voir ensemble ce cours. Juste avant, je voudrais vous présenter un peu du coup le thème de cette fiche, donc les études commerciales. Pour ce thème, vous allez pouvoir trouver différents chapitres, 3 chapitres dans le cours. Je m'appuie toujours sur le livre Nathan et vous allez pouvoir choisir un sujet pour votre fiche d'activité professionnelle. Premier sujet, donc vous pouvez prendre une étude qualitative et quantitative dont on va voir le détail juste après. Deuxième sujet, ça peut être une étude de la concurrence que je verrai dans un autre cours. Et troisième sujet, ça va être l'étude de la zone de chalandise, sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais un peu moins urgemment parce que c'est un thème qui est un peu moins choisi par les étudiants. Donc là, je vais me concentrer sur ce thème-là pour commencer. Donc les études qualitatives et quantitatives. C'est parti. Donc une définition, donc là, il s'agit d'analyser une situation commerciale afin d'identifier des problématiques et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la performance commerciale. Justement, dans cette fiche d'activité, vous avez 3 grandes compétences à démontrer au jury lors du PTS. Je vous rappelle que c'est une épreuve à l'oral. Et dans cette orale, vous allez avoir plusieurs fiches d'activité, donc 4 ans d'RCV à présenter au jury. Cette fiche d'activité, là, correspondant au deuxième thème de DRCV, donc les études commerciales, va comporter 3 grandes compétences. La première compétence, ça va être la construction d'une méthodologie. Avant de se lancer dans une étude, il est important de bien comprendre qui vous allez interroger, comment, à quel moment, enfin tous ces éléments-là. Ensuite, on va avoir la partie où vous allez recueillir les résultats. Et ensuite, vous allez avoir la troisième partie où vous analysez les résultats et vous proposez des préconisations. Toujours, les fiches se terminent par la proposition de préconisation. N'oubliez pas que rien ne sert de faire une étude si elle ne vous sert à rien et qu'au final vous dites bon, j'ai fait l'étude, c'est très bien, je l'ai classée et personne n'en a entendu parler. Donc votre objectif, lorsque vous menez l'étude commerciale, c'est de faire des questions pertinentes qui vont vous amener vers des propositions concrètes que vous allez pouvoir faire à votre responsable. Donc il y a plusieurs types d'études. On a les études primaires et les études secondaires. Pour les études primaires, l'objectif c'est d'analyser les informations que vous allez recueillir spécifiquement pour l'étude. Donc les informations ne sont pas connues en interne et vous allez pouvoir réaliser des études qualitatives, quantitatives et les panels dont on verra le détail juste après. Donc c'est vraiment à vous d'aller chercher les informations qui ne sont pas disponibles actuellement dans l'entreprise au moment où l'on parle et qui vont être générées par votre travail. Au contraire, les études secondaires concernent les informations qui sont déjà stockées dans l'entreprise. Donc, vous pouvez analyser des études déjà existantes et en tirer des conclusions. Vous pouvez utiliser des sources internes, des rapports d'analyse ou des sources externes avec des sites d'études professionnelles. Là, on est sur l'analyse d'études déjà réalisées. Donc, les informations ont été recueillies et votre rôle sera de bien comprendre comment l'étude a été menée et quels sont les résultats et les préconisations que vous pouvez faire. Donc, études primaires, c'est vous qui allez recueillir les informations. Études secondaires, elles sont déjà recueillies, mais dans les deux cas, vous allez les analyser et proposer des solutions pour améliorer les problématiques identifiées. Donc, on va parler des différents types d'études, on va détailler un petit peu. On a les études quantitatives déjà. Études quantitatives, l'objectif, c'est de collecter un maximum d'informations pour pouvoir justement générer des résultats pertinents. On le verra, mais justement, c'est vraiment l'objet des questionnaires que vous allez faire dans un point de vente. Vous n'allez pas interroger 10 ou 20 personnes. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de réponses pour en tirer des conclusions, comme par exemple le profil de votre clientèle ou les attentes de la clientèle, leurs préférences. Et ça, évidemment, vous ne pouvez pas le faire si votre échantillon de clients est trop petit. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous réalisez un questionnaire, il faut que vous ayez un minimum de 100 réponses pour que ce soit pertinent. Et ça, pour votre BTS, si vous décidez de proposer justement un questionnaire, ce sera vraiment important à bien préciser au jury. Si vous venez devant le jury avec 15 réponses ou vraiment un trop petit nombre, bah, ça passera comme un recueil d'informations non professionnel, ce ne sera pas suffisant aux yeux du jury. Donc c'est important aussi que vous ayez ça en tête.
Les études qualitatives. Donc là, l'objectif, c'est pas de récolter un maximum de réponses, mais d'interroger un nombre restreint de personnes. Contrairement aux études quantitatives qui sont très, on va dire, assez rapides sous forme de questionnaire, dans les études qualitatives, vous allez vraiment interroger les personnes. Vous allez mener des entretiens longs, vous allez creuser le sujet avec eux, vous allez leur poser des questions vraiment claires, créer un échange, une conversation, et vous allez pouvoir du coup plus rentrer dans les détails sur certains points. Évidemment, ce qui est plus compliqué dans les études quantitatives, car si vous mettez des questions ouvertes qui laissent les personnes parler, ça restera la personne qui remplit son questionnaire et vous qui allez le dépouiller. Donc il y a pas cet échange, si vous voulez, que vous allez pouvoir avoir si vous dites, bon, ben moi je vais prendre nos 25 meilleurs clients dans l'enseigne, et ces personnes-là, je voudrais vraiment savoir un peu ce qui leur plaît et comment on pourrait les satisfaire davantage. Je lis pas forcément les informations qui sont sur le diapo, hein, je vous les mets à titre indicatif, mais c'est vrai que j'essayais vraiment plus de vous expliquer plutôt que de lire. Voilà. Alors, donc les études quantitatives, on va parler de l'enquête de satisfaction, on va parler de la méthodologie, le recueil d'informations et l'analyse des résultats. Ça, c'est vraiment les 3 étapes qui vont permettre de réaliser l'enquête. Au niveau de la méthodologie, l'objectif, le premier, c'est de déterminer l'objet de l'enquête. On ne fait jamais une enquête pour faire plaisir au jury ou parce qu'on vous l'a demandé. Il y a vraiment des sujets que vous allez étudier plus particulièrement. Donc, lorsque vous créez un questionnaire, il est important que vous posiez la question: qu'est-ce que je vais demander aux clients? Sur quel sujet je vais les interroger? Sur quel sujet j'ai besoin de creuser et connaître leur avis? De lister ces sujets et après de trouver des questions qui vont correspondre à ce sujet. D'ailleurs, votre questionnaire aussi, structurez-le bien justement par rapport à ces sujets, regroupez bien les questions par sujet. L'objectif, c'est que quand la personne répond au questionnaire, elle voit que c'est un questionnaire professionnel, structuré, et que vous ne passiez pas du coq à l'âne d'un sujet à un autre. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, par exemple, ça peut être sur l'accueil client, sur le parcours client, quand la personne cherche un produit, est-ce qu'elle se retrouve facilement dans le point de vente, la disponibilité de l'offre, est-ce que le stock est suffisant, est-ce qu'ils n'ont jamais de problème de rupture d'un produit qu'ils souhaitaient, éventuellement sur un nouveau produit qui est sorti dans l'enseigne pour savoir vraiment ce que la clientèle en a pensé, ce genre de choses. Voilà, j'ai mis 3 petits points parce que ça peut être un autre sujet, bien sûr, c'est à vous de le déterminer. Et n'oubliez pas que vous avez votre responsable qui est présent et qu'il faut surtout pas hésiter à le solliciter. Parce que peut-être qu'il a déjà des idées, des points sur lesquels il aimerait que vous interrogiez vos clients. Donc ça, c'est important aussi de l'inclure dans cette démarche. Et voilà, de montrer aussi au jury que vous ne faites pas tout ça seul dans votre coin, mais que vous faites un travail en bonne intelligence avec l'équipe commerciale. Donc au niveau de la population mère, c'est les personnes concernées par l'enquête. C'est vrai que si par exemple vous interrogez les personnes sur un nouveau produit qui concerne plutôt les jeunes, vous allez vous dire on va plutôt interroger des personnes jeunes de tel âge. Donc on va se dire vraiment quelle est la clientèle, la cible vraiment de mon enquête. Et c'est ce qu'on appelle la population mère. Ce sont les clients qui pourront être interrogés. Par exemple, si l'entreprise veut connaître la satisfaction des clients de son entreprise, la population mère correspond à tous les clients ayant déjà acheté un produit ou un service dans ce magasin. Je peux donner un autre exemple. Si vous voulez tester par exemple le fait que les personnes utilisent et apprécient le service client, vous allez interroger les personnes qui font partie du service client, qui sont déjà adhérents. Donc l'objectif, c'est vraiment de déterminer qui vous allez interroger, de ne pas se dire j'interroge toutes les personnes qui viennent. Ça peut être le cas si votre étude est large, mais c'est vrai que c'est important quand même de déterminer la population mère, c'est-à-dire la personne que vous voulez interroger, et afin de pouvoir plus facilement les interroger et organiser votre étude. Là, on est vraiment sur la première compétence qui est construire la méthodologie. Donc, vous voyez que toutes ces étapes-là sont indispensables pour le jury pour qu'il voit que votre étude s'est vraiment construite petit à petit et tout est vraiment réfléchi. C'est vraiment cette idée d'être bien tatillon sur votre travail et que les annexes montrent votre travail. N'oubliez pas ça. Les annexes, c'est le cœur du travail, c'est le cœur de votre note avec votre aisance à l'oral et les réponses aux questions. Les annexes, c'est vraiment la preuve que vous avez réalisé le travail et que vous comprenez ce qu'on vous demande et que vous montrez au jury visuellement ce que vous avez fait. Donc pour l'unité de sondage, c'est l'élément individuel qui peut être interrogé lors de l'enquête. C'est chaque individu ou client qui peut répondre au questionnaire. Par exemple, l'unité de sondage est chaque client qui a effectué un achat dans le magasin et qui sera sélectionné pour répondre au questionnaire de satisfaction. Donc c'est vrai que par rapport à la population mère, ça peut être un petit peu plus précis.
Pour construire un questionnaire, alors le choix du support, c'est soit papier, soit numérique. Numérique, je vous conseille d'utiliser Google Forms pour le réaliser. C'est l'outil vraiment qui me semble le plus simple, mais après, j'en connais pas forcément des tonnes non plus. Là, c'est important parce que ce choix, quand même, n'est aussi pas fait par hasard. Imaginons que vous adressez à les personnes seniors. C'est vrai que ça peut être plus intéressant de faire sur papier parce que tout le monde n'est peut-être pas à l'aise sur la partie numérique. Quoique aujourd'hui, franchement, tout le monde s'y met. Si c'est pour une contrainte diverse, ça peut aussi être sur papier pour d'autres raisons. L'inconvénient du papier, c'est que après, vous allez devoir vous-même dépouiller les réponses et créer vos graphiques, donc ça va vous prendre quand même beaucoup de temps. L'avantage en numérique, c'est qu'avec Google Forms, vous allez créer vos questions de manière très simple. C'est un outil très intuitif. Vous allez pouvoir créer un QR code pour le diffuser. Et ce qui est top, c'est que ça va vous créer automatiquement les graphiques au fur et à mesure que les personnes répondent. Donc dès qu'une personne répond, elle apparaît automatiquement dans votre onglet Réponses et vous allez pouvoir directement observer les réponses et les graphiques sont tout faits. Donc vous n'aurez plus, entre guillemets, qu'à les analyser. Donc ça, c'est un gain de temps quand même énorme. Dans le questionnaire, vous avez un petit espace tout au début, juste après le titre, où vous avez une introduction à noter. Donc là, l'idée, c'est de noter un petit texte, parce que les personnes, vous ne savez pas à quel moment ils vont répondre. Et c'est un texte tout simple. Ce questionnaire a été réalisé, donc je vous donne un exemple, ce questionnaire a été réalisé afin de mieux connaître vos attentes sur notre enseigne. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour y répondre. Nous prendrons en compte vos suggestions. Voilà, ce genre de choses. Un petit texte vraiment poli, simple, corporate, qui reprend vraiment la manière dont votre enseigne parle à ses clients. Ensuite, pour démarrer le questionnaire, je vous conseille de poser des questions d'identification. Évidemment, ça reste anonyme, mais ça va être quel est votre sexe. C'est vrai que moi, je préfère toujours la question vous êtes, pour l'interrogation, un homme, une femme ou autre. On ajoute quand même la partie autre aujourd'hui. Que poser des questions sur l'âge des personnes, sur éventuellement leur lieu d'habitation, ce genre de choses. Donc des questions vraiment très générales, qui visent à connaître l'identité de vos clients. On ne rentre pas tout de suite directement en posant les questions sur l'accueil, on y va vraiment doucement. Et vous allez pouvoir aussi varier les questions. Juste après, donc vous posez les questions sur l'enseigne. Pareil, quand je dis structurer vos questions, vous pouvez très bien commencer par leur appréciation de l'enseigne et après parler, je sais pas, de l'organisation du magasin, puis des produits. Essayez de trouver quand même un ordre logique et ne mélangez pas tout. Et vous pouvez terminer par le service client, par exemple. Comme ça assure un peu le cheminement d'une vente pour le client. Au niveau des questions, vous avez différentes sortes de questions. Une question ouverte, c'est lorsque vous laissez un champ libre à la personne pour répondre. Que pourrions-nous améliorer pour mieux vous accueillir, par exemple? Donc la personne peut vraiment répondre ce qu'elle veut. L'inconvénient de ces questions, c'est qu'elles sont plus difficiles à dépouiller, puisque les personnes vont pouvoir répondre vraiment ce qu'ils veulent dans ce champ libre. Donc c'est vrai que c'est pas un oui, non, vous allez pouvoir savoir si c'est oui ou si c'est non. Ce sera vraiment à vous d'analyser leur réponse et d'y répondre. Évidemment, cette question-là, l'objectif, c'est de pouvoir prendre en compte leur demande aussi. Donc, si vous faites que pourrions-nous améliorer, que vous avez plusieurs points négatifs qui ressortent, mais que vous n'en tenez pas compte, encore une fois, aucun intérêt. Ouverte, les personnes peuvent répondre ce qu'ils veulent, ils ont un champ libre, on leur indique une question, ils répondent ce qu'ils veulent. Ensuite, vous avez fermé à choix unique ou multiple. Donc j'ai mis un exemple, consommez-vous du lait quotidiennement? Les personnes répondent par oui ou par non. Donc là, c'est un choix unique, ils peuvent répondre que par oui ou par non. Si vous faites le questionnaire avec Google Forms, assurez-vous que vous allez cocher du coup, que vous allez sélectionner le bon type de question. Je précise, donc là, juste pour faire un peu la différence entre le cours et Google Forms qui utilisent des termes différents, fermé à choix unique ou multiple. Dans le cours, choix unique, donc c'est une seule réponse, oui ou non. Choix multiple, c'est lorsque vous allez pouvoir faire différents choix. Donc par exemple, si je vous dis quel service de streaming utilisez-vous et je vous propose Netflix, Disney+, Amazon Prime, vous pouvez répondre deux réponses possibles ou les trois, ou voilà. Donc ça, c'est par rapport au cours. Maintenant, attention parce que dans Google Forms, ils utilisent un langage un petit peu différent. Ce que Google Forms appelle choix multiple, vous allez pouvoir ne choisir qu'une seule bonne réponse. Donc c'est pour ça, faites des tests vraiment pour vérifier vos questions. Et sur Google Forms, ça se matérialise avec des ronds. Donc les réponses à cocher sont des ronds. Et là, les personnes ne peuvent répondre qu'une seule réponse. Et sur Google Forms, ce qu'on appelle dans le cours le choix multiple, pour eux, ils appellent ça cases à cocher. Donc là, plutôt que ce soit des ronds à cocher, vous allez avoir des cases. Donc c'est des petits carrés. Et là, le client va pouvoir cocher plusieurs réponses.
Donc ça, c'est important quand même parce que je sais que certains étudiants peuvent douter ou ne pas forcément comprendre, ce qui est assez logique. Après, vous avez aussi des questions à échelle. Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, que pensez-vous de notre accueil? Ou sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous notre point de vente? N'hésitez pas dans ces questions à préciser 0 étant le niveau le plus bas, 10 le plus élevé, ça peut être un peu plus clair là-dessus. Là, vous avez différents types de questions. Essayez vraiment de varier quand vous faites construire un questionnaire les questions. Ne faites pas que les questions ouvertes, que les questions fermées. Essayez vraiment de varier. Déjà parce que ça permet de rendre le remplissage du questionnaire plus agréable. Et pour le jury, comme ça, ils verront que vous avez bien compris les différents types de questions. Oui, juste, je rajoute quelque chose que j'ai pas forcément mis. À la fin, n'hésitez pas à conclure dans le questionnaire en mettant une question du type à quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous? Et après, pour avoir la liste, vous regardez sur Google et vous allez trouver la liste des catégories socio-professionnelles. Ça clôture bien le questionnaire, je pense, et ça permet vraiment de ne pas terminer sur un sujet trop particulier. Et à la fin, vous pouvez également mettre un petit message. Merci d'avoir complété notre questionnaire. Voilà, un petit message comme ça, c'est toujours sympathique pour le client. Donc, vous allez pouvoir sous Google Form, en tout cas, rajouter un champ libre pour justement noter un petit message. Maintenant, je passe sur les mots à éviter. Donc, les mots à éviter, les mots techniques. Par exemple, que pensez-vous de notre service AEI? Peut-être que pour vous, dans l'entreprise, ça vous paraît super clair, mais pour le client, il ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, évitez vraiment ces mots techniques et notez le vrai terme ou expliquez vraiment de quoi il s'agit. Ne posez pas de questions en même temps. Par exemple, buvez-vous du thé ou du café et à quel moment de la journée? Là, clairement, il y a deux questions. La personne va peut-être boire du café trois fois par semaine, le matin, pardon. Va peut-être boire du café le matin et un autre va boire du thé le soir. Et évidemment, ça va être compliqué. Donc là, j'ai pris exprès une question qui est un peu bizarre, mais ne posez pas de questions en même temps. Posez vraiment une question à la fois. Évitez également les termes qui sont peu précis. Par exemple, si je vous dis souvent, longtemps, parfois, eh ben, selon la question, pour vous, ça fera référence à un temps précis et pour moi, à un autre temps. Donc, évitez, soyez vraiment précis et précise sur la formulation de vos réponses. Le vocabulaire aussi, il faut vraiment qu'il soit adapté à la personne interrogée. Si vous adressez à quelqu'un qui est senior ou si vous adressez à un jeune, on a forcément des discours un peu différents. Si la marque a l'habitude de tutoyer ses clients parce que c'est des jeunes, bah, tutoyez les clients. Si elle utilise un langage plus soutenu, utilisez un langage plus soutenu. Évidemment, vous adaptez aussi au secteur d'activité dans lequel vous travaillez. On ne parle pas aux clients de chez Chanel comme on parle aux clients de chez Decathlon. Et encore une fois, c'est pas négatif, c'est juste la cible de clientèle qui est comme ça. Donc, adaptez-vous vraiment à votre cible. Et évidemment, faites bien relire votre questionnaire par votre responsable. Ça, je crois que je l'ai pas dit, mais vraiment, quand vous faites un questionnaire, vous le faites relire par votre responsable. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de faute d'orthographe aussi, quand même super important. Et après, vous allez le faire tester à quelques personnes, soit de personnes de votre entourage, soit des vrais clients, environ 5, 6, et vous voyez au niveau des réponses si vous obtenez les réponses que vous attendez. S'il y a des réponses qui ne sont pas s'il y a des questions qui ne sont pas comprises ou il y a des réponses que vous obtenez et vous dites là non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, et bien là vous allez pouvoir corriger et après mettre votre questionnaire à disposition pour tous les autres clients que vous voulez interroger. Donc faites vraiment attention à ça. Pour le recueil d'informations, là aussi, je vais parler de quelques notions de cours. On a deux méthodes. Ça, c'est des notions aussi que vous devez connaître, probabiliste et non probabiliste. Probabiliste, c'est lorsque vous avez une liste de personnes à interroger. Exemple, vous voulez faire une étude qualitative dans l'entreprise, vous allez vous dire, bah, je vais interroger ces personnes-là parce que, comme je disais tout à l'heure, ils font partie du programme de fidélité ou voilà, vous les identifiez vraiment, ces personnes. Et non probabiliste, en général, c'est la plus répandue. C'est l'enquête à la participation volontaire. Lorsque les personnes rentrent dans le point de vente au moment où vous faites le questionnaire, s'ils correspondent au profil, vous les interrogez à ce moment-là. Donc on a vraiment cette idée de hasard et où il y a pas une cible particulière. C'est vraiment les personnes qui sont présentes au moment de l'administration du questionnaire. Donc par exemple, prenez un planning d'administration sur une semaine minimum. Il faut vraiment que ce soit quand même long. Ça se fait pas sur une journée, donc faites attention à ça. Et du coup, vous placez le QR code. Et tout ça, évidemment, ça doit figurer dans vos annexes pour vraiment démontrer votre travail et que le jury n'ait aucun doute sur le fait que vous avez bien réalisé l'enquête et que c'est pas du fake que vous avez inventé.
N'oubliez pas que même si vous choisissez un autre sujet qu'une étude quantitative ou qualitative, ce sont les termes du cours, donc vous devez les connaître et le jury a le droit de vous interroger dessus s'il le souhaite. Donc retenez bien ces données-là. Oui, ah oui, ici je vous ai mis un exemple de questionnaire. J'avais oublié justement. On va aller dessus. Hop. Je vous avais mis un exemple de questionnaire. Donc là, j'ai fait un questionnaire pour un rayon cosmétique bio. Là, j'ai mis un petit texte d'introduction. Merci de répondre à ce court questionnaire pour nous aider à améliorer notre nouveau rayon cosmétique bio. 5 minutes suffisent pour le compléter. Vos réponses nous permettront d'adapter notre offre à vos attentes et de vous proposer des produits qui vous correspondent. Après, vous êtes un homme, une femme. Vous voyez là les petits ronds. Donc une seule réponse possible. Bon, là, c'est ma version, mais une seule réponse possible. Après, vous avez dans quelle tranche d'âge vous situez-vous. Les personnes aussi ne peuvent répondre qu'une seule réponse. Vous verrez aussi quand vous faites la question, vous avez ici cette petite case que vous pouvez cocher. Ici, c'est pas obligatoire, vous voyez, elle n'est pas colorée. Donc les personnes peuvent ne pas répondre à la question. Mais évidemment, faites en sorte que ce soit obligatoire pour que la personne réponde à la question si vous voulez absolument savoir si c'est un homme ou une femme. Donc faites bien attention à ça aussi, c'est juste une case à cocher. Donc là, vous avez un choix unique à faire. Là, vous avez une petite question ouverte. Où habitez-vous? Et les personnes vont pouvoir mettre code postal et ville. Donc j'ai même précisé entre parenthèses pour que les personnes écrivent leur code postal et leur ville pour que ce soit quand même plus facile à dépouiller. Si j'avais juste mis où habitez-vous, il y a les personnes qui vont m'écrire en toutes lettres, il y a les personnes qui vont peut-être mal écrire avec le code postal ou que le code postal, ça reste encore un peu trop vague. Aussi, j'en précise pour montrer que si vous voulez bouger les questions, vous avez un petit mouvement ici qui va être assez simple. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi si vous voulez rassembler des questions qui sont un peu éparpillées. Là, un petit exemple de questions à choix multiples. Donc, vous voyez, c'est les carrés. Et ici, pour matérialiser un peu tout ça et vous montrer, ici, vous voyez, j'ai mis case à cocher. Donc, case à cocher, c'est plusieurs choix possibles. Choix multiple, c'est un seul choix. Et après, vous allez avoir ici réponse courte et paragraphe pour les questions ouvertes, soit petite réponse, soit longue réponse. Et les carrés, donc, je peux cocher plusieurs. Enfin, là, je ne marche pas, c'est ma version administrateur, mais du coup, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Je vous ai mis également une petite question à échelle, donc une échelle de 1 à 10, j'aurais pu mettre de 0 à 10. Oui, j'ai mis en dessous de 0 à 10, donc je fais une petite erreur ici. Et bien, vous cochez vous cochez la réponse qui vous semble le plus adaptée. Et un petit message, merci pour votre participation. Petit message de politesse. À quoi ressemblent les réponses? Donc ici, vous avez l'onglet réponses. Et ici, vous voyez que les graphiques se créent automatiquement. Donc, lors de l'épreuve, dans vos annexes, vous mettez les graphiques et vous expliquez exactement ce que cette analyse vous a apporté. Donc, les graphiques sont tout créés. C'est vrai que c'est assez intuitif, c'est assez pratique. Je reviens sur le cours. Hop, et on continue. Il nous reste encore quelques pages à voir. Donc l'analyse des résultats, c'est très important. N'oubliez pas que c'est la troisième compétence. Comme je disais, si vous n'analysez pas les résultats, aucun intérêt. Il y a plusieurs formes. On les a vues il y a 2 minutes. Donc diagramme en barre, diagramme circulaire, radar. Je reviens juste un petit peu en arrière. Hop. Donc là, vous avez le diagramme circulaire. Vous voyez, ça se crée automatiquement. Vous avez le diagramme ici en barre. Voilà, ici. Donc ça, c'est vraiment pratique. Le radar, je ne reviendrai pas forcément là-dessus. Je reviendrai dessus lorsque je ferai la vidéo sur les études, l'étude de la concurrence. Moi, je l'utilise plutôt pour ce thème-là. Mais voilà, c'est un graphique en tout cas qui fait partie du cours, donc je l'ai quand même mis dedans. Donc diagramme en barre et diagramme circulaire aussi qu'on appelle qu'on appelle aussi de manière familière le camembert et le radar, donc qui permet de comparer plusieurs critères en même temps. Vous pouvez mettre sur Google Images le graphique radar pour avoir une petite idée. Donc l'exemple du résultat, je vous l'ai déjà montré, mais en gros les réponses apparaissent comme je vous ai dit sous cette forme-là. Et votre objectif évidemment, donc c'est vraiment de mettre le graphique sur une annexe et d'analyser. Là par exemple, vous voyez, là ma clientèle, elle est plutôt entre 26 et 35 ans. Donc ça c'est une information qui est vraiment intéressante pour l'entreprise et pour définir sa stratégie. Et donc, je vous rappelle que j'utilise Google Forms avec un S pour créer ce questionnaire. Après, au niveau des tris, ça aussi, ça fait partie du cours. C'est assez simple à comprendre. Il y a 2 types de tri, tri à plat, tri croisé. Tri à plat, j'analyse une seule question à la fois. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, j'analyse une question grâce au graphique présenté. C'est le plus simple, finalement, c'est le plus simple. J'analyse juste la donnée que j'ai.
Tri croisé, vous allez pouvoir croiser deux variables pour analyser les corrélations entre elles. Donc vous allez pouvoir comparer des réponses à une question en fonction des profils des répondants. Je m'explique, si votre clientèle, vous vous rendez compte qu'elle a plutôt, la majorité, elle a entre 30 et 50 ans, et que la majorité, elle vous répond que elle, elle apprécie votre produit, vous pouvez déduire que votre produit s'adresse plus à des personnes de 35-50 ans. On croise vraiment des données pour en tirer des conclusions pertinentes. Au niveau des études qualitatives, je vais en parler quand même un petit peu. C'est vrai que les études qualitatives, je l'ai dit, c'est l'objectif, c'est d'interroger les personnes vraiment de manière beaucoup plus restreinte. Et on va voir après aussi l'observation in situ. On a les tables rondes, donc c'est des réunions consommateurs. Vous allez inviter les personnes à se réunir, donc un petit nombre de personnes qui vont se réunir à un moment donné et vous allez pouvoir les interroger sur leur vision de l'enseigne, sur leurs préférences. Donc là, on est vraiment sur un face-à-face avec ces personnes-là, où vous allez discuter avec ces personnes et mieux connaître, et mieux connaître leurs attentes. Donc là, c'est vraiment des réunions qui vont être organisées avec un animateur. C'est vraiment un métier, hein, l'organisation de réunions consommateurs. Et cette personne va pouvoir interroger les personnes, creuser sur certains points, essayer de comprendre pourquoi ils apprécient le produit. Je vous donne un exemple. Si vous vendez des machines à café, ils vont poser la question aux clients, quelle machine à café utilisez-vous? Ils vont vous dire par exemple machine à en grains. Et l'animateur va enchérir la machine en grains, à quel moment vous consommez. Donc ils vont dire par exemple le matin. Pour vous, c'est quel type de moment, quel adjectif vous utiliseriez pour définir ce moment? Alors, il y en a qui vont dire c'est cosy, c'est agréable, c'est calme. Et ce genre de mots, ça peut vous aider aussi à construire votre communication. Donc, une réunion consommateur, pour regarder un peu plus de détails sur Internet, ça va vous aider vraiment à comprendre que c'est un entretien avec un petit nombre de personnes, mais l'objectif, c'est vraiment de bien comprendre ce qui se passe dans leur tête. D'ailleurs, petit aparté, en tant qu'étudiant, n'hésitez pas à vous inscrire auprès d'entreprises qui réalisent des réunions de consommateurs. Les réunions de consommateurs sont rémunérées, donc vous participez à la réunion, vous donnez votre avis sur un sujet bien précis. Vous êtes évidemment d'abord sélectionné ou non par rapport à votre profil et vous allez pouvoir gagner de l'argent et échanger votre point de vue. Donc c'est vrai que c'est plutôt une bonne expérience et ça permet de gagner un petit peu d'argent. Donc c'est bénéfique. Ensuite, les entretiens individuels, là, vous allez pouvoir connaître les motivations et les freins de chaque personne interrogée. Vous allez pouvoir, par exemple, les appeler au téléphone. Donc, si vous avez des clients que vous connaissez très bien, ou pas d'ailleurs, vous pouvez fixer avec elles un moment où les appeler. Vous allez passer, je sais pas, une demi-heure avec elles, avec ces personnes-là, en leur disant à l'avance, bien sûr que ça va durer un peu de temps. Et là, vous allez préparer vraiment votre échange et vous allez essayer de mieux comprendre également leur avis sur différents points. L'observation in situ, donc ça c'est un nom latin, ça consiste à observer et analyser le comportement des clients dans l'unité commerciale. Donc c'est vraiment une action où vous allez observer comment les clients se dirigent, comment ils se comportent, quels produits ils achètent, ils n'achètent pas, vers où, voilà. En fait, l'objectif c'est vraiment d'observer ce qui se passe et d'en tirer des conclusions, donc de réaliser quand même tous les graphiques d'analyse qui suivent à partir de tout ça. Tout ce qu'on regarde, justement, là, l'objectif, c'est toujours de créer des graphiques. Donc, même si vous faites un entretien individuel ou des tables rondes, vous allez recueillir des informations qui vont donner lieu à des graphiques, qui vont donner lieu à des analyses et qui vont donner lieu à des préconisations. On a toujours le même schéma. Je terminerai par le rapport d'enquête. Lorsque vous avez donc réalisé toute votre étude, tout est fait, vous avez bien travaillé. Évidemment, il faut le communiquer en interne. Comme toutes les fiches, aucun intérêt de faire votre travail et d'en tirer des conclusions très pertinentes si vous ne le communiquez pas en interne. Là, vous avez plusieurs alternatives. Un rapport écrit, c'est-à-dire la rédaction d'un rapport détaillé de l'enquête que vous communiquez par email ou avec un compte-rendu, par exemple, un rapport détaillé. Donc ça peut être intéressant pour communiquer en interne, aller aux équipes commerciales et à votre responsable. Vous pouvez également tout à fait proposer d'organiser une réunion pour rendre compte de vos résultats. Donc ça peut être intéressant aussi. N'oubliez pas que vous présentez les analyses aux équipes. On n'est pas sur une présentation de 3 heures, on est vraiment sur justement un rapport quand même par rapport à ce que vous avez fait comme travail. Et évidemment, les fameux axes d'amélioration qui doivent être proposés, il faut que vous soyez force de proposition. Vous avez beau être étudiante, on a devant nous un manager ou une manageuse qui va prendre des responsabilités. Donc c'est vraiment à vous de savoir comment réagir et ce que vous pouvez proposer à l'issue de cette étude réalisée.
Voilà, donc j'en ai terminé avec le cours. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre comment réaliser une étude qualitative et quantitative. Au niveau de la mise en application, donc vous allez pouvoir réaliser une enquête de satisfaction, une étude qualitative, la réaliser dans votre entreprise. Faites attention parce qu'évidemment, il faut obtenir quand même l'accord de votre responsable. Toutes les enseignes ne vont pas forcément vous autoriser à la mettre en place, donc ça peut être un peu compliqué, à vous de voir si vous en avez la possibilité. Si ce n'est pas le cas, vous verrez sur le thème, sur ce thème-là, justement, vous allez pouvoir choisir un autre sujet qui est l'étude de la concurrence, qui est un peu plus accessible à tous. Mais là, c'est vrai, sur le questionnaire, vous allez avoir quand même Google Forms qui va vous être d'une grande utilité. C'est quand même une action qui va montrer au jury toute l'étendue de vos compétences. Donc ça peut être un bon choix si vous en avez la possibilité. Voilà, j'espère que ce cours vous aura permis d'apprendre plein de choses et de mieux comprendre les attentes par rapport à l'épreuve. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.